Benoît Paire qui déclare que l'Open Australie, c'est vraiment de la merde, Nadal en mode survie, Tsitsipas qui nous sort une interview post-match absolument délirante, c'est votre programme de ce digest australien, installez-vous confortablement, mettez-vous un petit café en backup, vous connaissez la musique désormais, côté réseau, le coin tactique, la reco du jour, c'est le programme qui vous accompagne jusqu'à la finale de cette Open Australie, on se met à l'aise et on attaque tout de suite avec le côté réseau. C'est un Benoît Paire furibard, porte-parole des opprimés, la mère Teresa du tennis, Benoît Paire qui a déclaré donc que ce tournoi c'était vraiment de la merde en parlant de l'Open Australie, des paroles fortes, des paroles choc qui l'a développé dans cette interview. Il dit notamment c'est bien beau leur tournoi mais pour moi je trouve que c'est de la merde, voilà tout simplement. Benoît Paire toujours cache patate et ce qui s'est passé c'est honteux, c'est honteux. C'est honteux. Après, mon niveau de jeu était bon, je trouve, mon attitude était bonne. Alors ça, c'est assez marrant. Je pense qu'il parle de son premier tour à l'Open d'Australie et qu'il ne fait pas référence à sa prestation apocalyptique à l'ATP Cup où il n'a surtout pas montré un bon niveau de jeu et encore moins une attitude correcte. Et il revient, Benoît Paire quand même, parce qu'il y a des bons points dans cette interview, il revient sur l'espèce de couac qu'il y a eu avec ces avions contaminés. Il y a eu plus de 70 cas contacts, un quart du tableau, si on mélange hommes et femmes, ont été obligés d'avoir une hard quarantaine, dont Benoît Paire qui a été mis sous verrou pendant 15 jours, il l'a très mal supporté manifestement, et il dit en plus que la décision a été prise d'une manière complètement arbitraire et qu'il y a un 2 poids 2 mesures, ça on le découvre pas dans le circuit, même Craig Tiley, l'organisateur de l'Open Australie, a dit que si vous étiez un joueur star, eh bien vous méritez d'avoir des conditions supérieures, c'est le directeur lui-même qui a dit cette phrase, donc quand même ça vous montre qu'il y a une certaine lucidité sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. Benoît Paire donc qui nous dit, moi j'ai voyagé tout seul en business, je n'ai vu personne du voyage, je suis allé tout seul à l'Ayat parce qu'il n'y avait personne et que c'était le vol des qualifiés, je n'ai pas croisé une personne de tout le voyage, et là il y a un cas positif dans le vol et tout le vol est en quarantaine, je n'ai pas signé pour ça. Alors attention, Benoît Paire n'est pas tout seul sur son bateau, il y a eu beaucoup de critiques qui sont remontées aux oreilles de Craig Tiley, on sait qu'il y a eu des conférences Zoom tous les soirs entre les joueurs et les organisateurs pendant cette quarantaine pour essayer de discuter, essayer de convenir de différents arrangements. Les oreilles ont vraiment sifflé côté Craig Tiley, et surtout ce 2 poids 2 mesures, avec le vol à Adélaïde, avec apparemment il y avait aussi une personne contaminée dans ce vol, et pourtant, parce que peut-être il y avait Djokovic, Nadal, Thiem, Osaka, Serena Williams, les grands favoris, et bien des compromis ont été trouvés plus facilement que pour les joueurs qui sont peut-être un petit peu moins bien classés, qui étaient dans des conditions entre guillemets plus normales à Melbourne. Ceci étant posé, on peut s'interroger légitimement sur le timing de pareilles déclarations, surtout quand vous sortez d'une tournée australienne apocalyptique. À l'ATP Cup, il a été honteux, tout simplement, il a été honteux, son comportement. Le premier tour à l'Open Australie, c'était un petit peu mieux, mais dans l'ensemble, est-ce que c'était vraiment le moment d'avoir de pareilles déclarations? Surtout que ça sonne un peu comme cracher dans la soupe. Vous avez quand même des organisateurs qui se sont dépouillés pour que le tournoi ait lieu, il y a du public, tout le monde s'accorde à dire que c'était très difficile d'organiser un tournoi en Australie avec les règles extrêmement strictes du pays. Craig Tiley a réussi cette manœuvre politique assez habile de pouvoir faire en sorte que ce tournoi ait lieu, puisse prendre place à des dates en plus décalées, donc il y a vraiment eu beaucoup de négociations, d'organisations difficiles, et je trouve que c'est pas forcément très habile d'avoir dit les choses de cette façon, surtout que Benoît Paire, là il a quitté le pays avec un joli, j'imagine, prize money, il a été payé pour son sacrifice, et de dire aussi ce n'est qu'une question d'argent coûte que coûte, il faut qu'il y ait le tournoi, quand on sait que c'est un joueur qui va par exemple en Azerbaïdjan faire des exhibitions pour toucher un peu de pépettes, on peut se demander s'il y a une véritable cohérence dans ses propos, je vous laisse en discuter dans les commentaires. Pas de digest australien sans coin tactique, et là 2 palettes pour le prix d'une, on va analyser 2 matchs aujourd'hui dans ce numéro, le Nadal Djere et le Tsitsipas Simon. Commençons par le numéro 2 mondial, Rafael Nadal, qui était inquiet avec son dos avant le début de ce tournoi, il a complètement fait l'impasse sur la l'ATP Cup, un seul match d'exhibition à son actif avant le début de cette compétition, et le coup qui a le plus montré à quel point Nadal était en difficulté sur son dos, c'est le service. Rafa a ainsi pris la décision très forte de ne frapper aucun service à plat très fort pendant tout le match, et on a vu une diminution de 20 km/h en moyenne de ses services par rapport à l'ATP Finals et ses premiers tours à l'Open Australie. Alors 2 choses à noter ici, côté avantage, on a eu un service qu'il a beaucoup utilisé contre Djere ce matin, c'est le service extérieur, slicé, pour aller chercher cette zone. Djere a forcément eu beaucoup de mal à retourner cette zone parce que vous êtes là, ensuite vous renvoyez ici, et forcément Nadal il a eu le temps de se placer là, décalage coup droit, et puis il vous punit là, il vous punit dans le contre-pied, bref, tellement d'options pour Rafa, donc il a beaucoup utilisé ce service. Pourquoi? Parce que il a voulu essayer de limiter au maximum, je pense, la torsion au niveau de son dos, et il l'a même dit en conférence de presse, c'était vraiment sur le service que ça posait problème, son dos d'une manière générale, donc il a surtout utilisé son bras, les effets, l'intelligence tactique, comme toujours avec Rafael Nadal, et ça s'est particulièrement vu donc sur ce coup sur le service. Un autre point que je vous ai sélectionné
est dans cette super palette, c'est le retour de service de Rafael Nadal, et vous voyez ici, il est beaucoup plus proche qu'à son habitude. On aurait pu avoir tendance à le voir plutôt dans les bâches, dans l'ombre, là derrière, à 4-5 mètres, c'est sa position référentielle ces dernières années pour retourner. Eh bien non, là on a vu quelque chose qui ressemblait pas mal à l'ATP Finals en fin d'année dernière. La surface a été accélérée cette année, vous le savez, 20%, et cette position pour lui ça a été une manière de faire deux choses à la fois, c'est-à-dire limiter le nombre de courses vers l'avant, essayer de récupérer 4-5 mètres à chaque fois, eh bien ça demande des efforts physiques, et aussi, eh bien tout simplement, couper les trajectoires, raccourcir les échanges au maximum. Il a essayé de renvoyer vite et fort, un petit peu à la manière de Djokovic, d'écourter les échanges. C'est de toute façon la nouvelle philosophie de Rafael Nadal depuis 2 ans maintenant. On a fait une vidéo bien détaillée là-dessus d'ailleurs sur la chaîne il y a très peu de temps. Donc voilà, 2 façons pour Rafael Nadal d'épargner son dos, de passer le moins de temps possible sur le court. Et si le score 3, 4 et 1 laisse envisager une promenade de santé de Nadal, ça n'a pas tout à fait été le cas pendant l'ensemble du match. On a eu notamment des difficultés à terminer les sets pour Rafa. Dans le premier set, dans le deuxième set, il est quasiment à 2 doigts de se faire débreaker. Et aussi, forcément, eh bien, cette défense qui pose problème, ce déplacement d'une manière générale que j'ai trouvé assez suspect pour Rafael Nadal. Ici, on a eu un contre-pied de la part de Djere et Rafa qui nous a fait un énorme pas ici. Et il a essayé de tout renvoyer en extension avec son bras gauche. Malheureusement pour lui, la balle est sortie. Ça, c'est un des exemples, et il y en a eu pas mal dans le match, où on voit que eh bien, le déplacement, c'est toujours pas trop ça maintenant en fin de carrière. C'est un joueur qui vit et qui meurt par les points courts, les one-two punch notamment. Et ce match, Djere n'a pas forcément eu le talent, la capacité d'aller déranger Rafael Nadal, notamment parce que son service n'était pas assez puissant, parce qu'il n'avait pas forcément assez de force dans ses coups pour désarçonner Rafa. Pas d'arme létale dans son jeu, c'est plutôt un terrien avec des coups, avec de l'assurance, mais pas quelqu'un qui a du punch pour pouvoir faire mal à Rafa. En tout cas, une mise en route qui peut nous laisser augurer peut-être d'un avenir meilleur pour Rafa. Il faudra le surveiller particulièrement sur ses prochains tours, parce que quand même, il reste de gros points d'interrogation. Comme promis, deuxième palette, le Tsitsipas Simon. On a vu un Tsitsipas très en jambes, vraiment très appliqué, très bon, avec une capacité de déplacement vraiment excellente sur ce match et aussi à la ATP Cup. D'ailleurs, on a fait une vidéo avec Charlotte il y a très peu de temps où je place Tsitsipas comme mon favori pour remporter le tournoi, et on a vu donc 2 choses très pertinentes de la part de Stefanos. D'abord, il était extrêmement fort dans les one-two punch, on va le voir dans la palette suivante, mais aussi, eh bien quand vous affrontez Simon, vous affrontez, c'est un peu le test de votre capacité à tenir l'échange, et on le sait, Tsitsipas très à l'aise sur terre, un QI tennis très élevé, et il a donc lui ce talent pour pouvoir tenir les échanges et aussi changer de rythme, changer de direction et prendre à défaut un Gilles Simon qui ici, vous le voyez, complètement déséquilibre. Ça, c'était une attaque dans la diagonale très puissante qui a quasiment fait tomber Gilles Simon. Gilles Simon, notre petit Gilou national, auteur, compositeur, interprète à 16 heures perdues, a souffert le martyr contre Stefanos Tsitsipas dans un schéma particulièrement le one-two punch. Donc ici, un service extérieur forcément pour aller essayer de désaxer votre adversaire, et ensuite, comme à son habitude, Tsitsipas qui organise le jeu avec son coup droit, souvent en décalage, souvent dans cette position ici où il a donc tout le luxe, tout le loisir d'aller pouvoir toucher toutes les zones avec un coup droit extrêmement efficace. Et ça a été très bon de la part de Tsitsipas qui a su varier, qui a su, quand l'échange s'installait, eh bien prendre patience, essayer d'attendre l'ouverture, la trouver, la forcer et complètement désarçonner Simon. Et quand il avait l'opportunité d'aller terminer le point rapidement, eh bien il l'a fait dans la mesure du possible. Vraiment Stefanos impressionnant au niveau du choix des zones, au niveau des choix tactiques, et plus que jamais pour moi l'un des outsiders plus de ce tournoi. Mais bizarrement, le spectacle était peut-être davantage après le match, et on a eu une séquence vraiment géniale avec Tsitsipas, toujours cette façon de communiquer un petit peu trop honnête pour son propre bien parfois, et donc on lui a posé une première question, il a répondu « Je ne m'attendais pas à ce que le match soit aussi facile ». Alors là, forcément, le public a réagi, a commencé à huer, et au fur et à mesure de son interview, il a fait que s'enfoncer encore et encore. On a vu le gym courir qui était complètement abasourdi par ses réponses, et ce qui est cool avec Tsitsipas, c'est que c'est un gars très sympa, frais, et qui a cette façon de communiquer qui est parfois un petit peu déroutante, parce qu'il a tendance à mettre un peu les pieds dans le plat. Une séquence très amusante que je vous invite à retrouver sur les réseaux sociaux, sur le compte de Titsifam notamment. Vraiment, c'était assez fou, je pense que je n'ai jamais vu une interview post-match aussi folle de la part de Titip, Stéphane Titip. La reco du jour pour terminer ce numéro de votre Australian Digest, 2 matchs à suivre particulièrement la nuit prochaine. Le premier, ce sera Shapovalov contre Bernard Tomic, qui nous revient parmi les morts, qui s'est qualifié à Doha, qui est revenu en Australie, et on va le voir, il est dans un deuxième tour de Grand Chelem. Ça faisait depuis Wimbledon 2019 qu'on l'avait pas vu à pareille fête. Faire un deuxième tour pour Bernard Tomic, c'est quand même assez incroyable. Un des talents perdus de cette génération australienne, Bernard Tomic. Un jeu à plat vintage et très intéressant contre Denis Shapovalov. Forcément, le tennis
tennis spectacle, le show qui sort d'un gros match contre Sinner qui s'est bien réglé. Ça, c'est un match absolument à ne pas manquer. Et le deuxième match, ce sera avec un Français et l'Australien qui dérange, Nick Kyrgios. Hugo Humbert, Nick Kyrgios, ce sera à 9h du matin. Il y avait eu, peut-être que vous en souvenez, un demi-match entre les deux hommes à Acapulco en 2020, juste avant que la saison ne s'arrête à cause du coronavirus. Je suis très impatient de voir cette opposition. Nick Kyrgios qui va certainement essayer de se battre devant son public dans License Arena, et Hugo Humbert, vraiment le Français qui monte, le Français qui est aujourd'hui tête de série numéro 29, qui a fait une excellente fin de saison 2020, qui lui va essayer de percer, de continuer, et pourquoi pas d'atteindre une deuxième semaine, mais pour ça il faudra battre l'affreux Nick. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos pronostics pour ces deux matchs. Si la formule vous plaît, eh bien vous pouvez tout simplement vous abonner, mettre un pouce, partager le kiff autour de vous, et puis je vous souhaite d'excellents matchs la nuit prochaine. Portez-vous bien les amis, et prenez soin de vous.